Guide d'initiés pour manipuler les élections. D'abord, Joe Biden, qui a laissé échapper quelque chose comme un vieux monsieur, a révélé un petit secret du Parti démocrate. Deuxièmement, nous sommes dans une situation où nous avons rassemblé, et vous, les gars, vous l'avez fait pour notre administration, celle du président Obama. Avant cela, nous avons créé, je pense, l'organisation la plus vaste et la plus complète de fraude électorale de toute l'histoire de la politique américaine. Bien sûr, il s'est fait gronder à la maison pour ça par sa femme, oui, mais il a tout de suite oublié cette histoire. D'accord, sachant que les démocrates sont fiers de ce système. Voyons comment se sont déroulées les manipulations, ou plutôt, je les appellerais des magouilles. Très bien, j'ai pour vous une interview incroyable. Il s'agit en fait de la deuxième partie de l'entretien avec Jovan Hatten-Pulitzer. Il lève le voile et explique en détail comment l'élection de 2020 a été volée. Vous voulez apprendre. Et si ça vous servait, écoutons l'auditeur. Nous savons que la presse nous a trompés, que les sondages nous ont trompés, nous le savons déjà grâce aux résultats, et les spécialistes n'ont cessé de le faire en continu. Les soi-disant experts savaient que les secrétaires de plusieurs États inventaient soudainement des règles de vote totalement anticonstitutionnelles et complètement nouvelles. Mais je n'ai pas encore entendu un récit logique et étayé par des preuves concernant des fraudes dans les bureaux de vote. Même si, en quelque sorte, nous soupçonnons et savons, mais quelque chose comme « voici A, B, C, D, voici le document, je n'ai pas entendu ça, voilà ». On nous promet de nous le raconter maintenant. J'ai dépensé 3 millions de dollars pour ça. Parce que plus nous trouvions, plus nous devions intégrer des technologies Prora pour trouver ces choses et le faire. C'était juste, oh mon Dieu, je vais discuter avec vous de certaines choses, des choses horribles. Et je me suis dit, mon Dieu, eh bien, j'ai en quelque sorte compris que nous avions des problèmes. Lorsque le Sénat de l'Arizona refusait d'aborder les crimes réels, il persistait à évoquer les machines. Vous avez vu tous les procès. Il y en a eu plus de 60 qui ont été déposés au nom de Trump ou autres, Trump et d'autres, et plus de 60 plaintes ont été rejetées ou arrêtées. La raison pour laquelle elles ont été rejetées ou arrêtées, c'est parce que cela concernait les machines. Désormais, selon la Commission d'assistance électorale et la loi sur l'aide à l'Amérique pour voter, toutes les règles sont volontaires. Ils n'ont aucun pouvoir de coercition. Alors, où est-ce le crime ? C'est un crime si vous prouvez une irrégularité sur le bulletin de vote. Là, c'est une affaire d'État, un crime d'État et fédéral. Le président Trump le sait désormais directement, nous en avons parlé en personne. Il veut supprimer le vote par correspondance, mais rappelons que nous avons 50 élections, nous ne sommes pas fédéraux. D'ailleurs, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas poursuivre en justice pour des fraudes avec des machines électroniques. Les lois concernent en fait les papiers et les bulletins de vote. Il ne peut exiger d'autres règles que pour la composante fédérale, car nous avons maintenant des élections à ce niveau. Eh bien, dans ce cas, quand j'ai essayé de transmettre toutes ces informations au procureur général de l'Arizona, ils ont essentiellement dit de quel volume de données s'agit-il ? C'est environ 4 pétaoctets, soit une taille 100 fois plus grande de la bibliothèque du Congrès. Mais en fait, il y a des millions de fichiers car ils créent des dossiers de preuves, etc. Ils refusaient littéralement de l'accepter, car c'était trop volumineux. Donc nous pourrions simplement nous arrêter là et mettre fin à l'audit. Ce qui se serait passé, c'est que cela aurait déclenché un compte à rebours, en gros pour la durée pendant laquelle vous pouvez le conserver. Mais cela aurait déclenché un autre principe juridique, appelé Letch. Cela signifie que vous saviez, mais que vous n'avez rien fait. Et comme vous n'avez rien fait, vous avez maintenant perdu le droit de poursuivre cela en justice. Je suis venu ici pour corriger ce qui ne va pas avec les élections, pour m'assurer que nous ayons des élections libres et honnêtes. Peu importe qui gagne, nous devons avoir des élections libres et justes. Elles doivent seulement être authentiques et transparentes. Alors, j'ai pris la décision difficile, il y a plus de 4 ans, que nous devrions garder cet audit ouvert. Et nous devrons conserver ces données dans une chaîne de conservation parfaite, afin qu'elles ne soient jamais modifiées, jamais déplacées, jamais déconnectées. Parce que, vous voyez, si vous fermez cela et que l'affaire va devant le tribunal, ils diront « Eh bien, où cela se trouvait-il » Entre-temps, vous auriez pu le modifier.
Il faut empêcher que cela arrive et maintenir l'état parfait. Cela coûte environ 10 000 $ par mois juste pour continuer. Mais nous faisons cela depuis déjà 1800 jours. C'est absurde, non ? Nous avons dépensé beaucoup d'argent juste pour que cela reste au peuple américain. Et voilà ce que nous avons fait. Nous nous sommes adressés au peuple américain maintenant, pour la première fois. Nous n'avons pas collecté d'argent pour faire notre part de l'audit ou quoi que ce soit d'autre. Nous n'avons jamais organisé de marathon ou autre. En gros, nous avons dit que nous aurions un déficit. Nous aurions un déficit d'environ 396 000 $, au moins pour maintenir toutes ces informations jusqu'aux élections de mi-mandat. Maintenant, voici pourquoi c'est important. Vous pouvez revenir en arrière et regarder les élections d'Obama. Il a obtenu 68 millions de voix la première fois, 65 millions de voix la seconde fois. Il devait être le Messie, une rockstar. Ensuite, il y a eu Hillary contre le président Trump, et elle a eu 65 millions, puis Biden avec 81 millions, ce grand doigt d'honneur qu'il nous montre. Et ensuite, vous passez à Kamala. Lors des dernières élections, elle en avait 68. Sauf qu'à la fermeture, la nuit des élections, elle avait plus de 68 millions de voix. En mai de cette année, c'est bien ça, nous parlons de ça. Plus de 6 mois plus tard, ils l'ont augmenté à plus de 74 millions de voix. Les élections se sont terminées le 7. Nous y sommes récemment revenus et avons examiné cela. Ils lui ont ajouté plus de 240 000 voix supplémentaires pour 2024. Les élections se sont terminées il y a presque un an. Le système prend ces faux votes et oblige ces faux électeurs à revoter lors des élections intermédiaires ou locales. Et ils les font vieillir pour donner l'impression qu'ils votent compte toujours. Ainsi, ils diront « Non, c'est un électeur actif ». Eh bien maintenant, Kamala a déjà 75 millions de voix. Cela vous fera croire qu'elle a dépassé Obama et Hillary 2 fois. C'est là que réside la tromperie. Nous savons ce qui va se passer aux élections de mi-mandat. Il pourrait en prendre la Chambre des représentants et le Sénat. C'est tellement serré, Trump sera impuissant, puis ils relanceront la destitution. Mais cette fois, de nouvelles choses seront impliquées, comme l'article sur les émoluments. Et cela pourrait réussir. Cela peut être très préjudiciable. Nous ne pouvons l'empêcher qu'en montrant exactement comment cela se fait. Nous avons toutes ces preuves énormes. Maintenant, vous avez appris beaucoup de choses difficiles au cours de ces 4 années. Vous avez beaucoup entendu parler du fait que j'ai infiltré un appel d'Antifa et entendu le président de la société de vote, ou quelqu'un là-bas dire « Ne vous inquiétez pas pour Donald Trump, il ne gagnera pas ». Nous avons vérifié, mais c'était juste un mensonge, jamais prouvé. On nous a ensuite assuré, pas d'inquiétude, nous avons toutes les données électorales des 3300 circonscriptions, toutes les applications PC. Les législateurs viendront au cybersymposium, ils verront cela, ils le recréeront, ils le feront, et tout ça. Quand l'affaire est arrivée au tribunal il y a quelques mois, Mike Lindell a dit « Nous ne les avons jamais eus ». L'Amérique a été déçue parce qu'elle n'a pas de preuves qu'elle pourrait présenter devant le tribunal. Vous devez avoir des preuves irréfutables. C'est pourquoi j'aimerais passer en revue avec vous certaines des preuves tirées des échantillons de preuves que nous avons. Je résume. Les démocrates peuvent encore modifier les résultats du vote. Il est quasiment impossible d'éliminer les punaises avec eux. En novembre, selon les informations, Kamala avait 68 millions de voix. Je crois que c'est un mensonge. Et maintenant, la commission électorale a noté qu'elle avait 75 millions, ce qui signifie qu'elle est plus populaire qu'Obama, que Hillary Clinton, que Bill Clinton et, en général, tous les présidents démocrates avant elle. Je trouve ça un peu étrange. Alors, nous allons commencer par la nuit des élections de 2020, et quand il a été déterminé que Joe Biden avait gagné en Arizona, après tout ce qui a été dit et fait, cela signifiait essentiellement que Joe Biden avait gagné en Arizona avec environ 10 516 voix. D'accord. Donc c'est ce nombre magique de 10 516 voix. Je vais reconstituer certains éléments que nous examinons et trouvons en tant qu'auditeurs judiciaires. Et il nous incombe de prendre ce qu'ils ont déclaré, et tout ce que nous faisons, c'est vérifier ce qu'ils ont déclaré. C'est tout. Est-ce que c'était réel? Est-ce que c'était factuel? Donc, la première chose que nous avons comprise en étudiant la télémétrie, c'est-à-dire toutes les données arrivant sur les machines, nous avons compris que, attendez 1 minute. Pourquoi le comté de Maricopa
Maintenant, souvenez-vous, c'est le 4e plus grand comté d'Amérique, le 2e plus grand bloc électoral du pays, et il est plus grand que la plupart des États en termes de volume. Donc c'est un audit d'envergure. Nous avons tout vu. L'une des choses que nous avons remarquées, c'est que si les élections se sont terminées le 4 ou le 5 novembre, peu importe la date exacte, tant de temps s'est écoulé. Quoi qu'il en soit. Et cela doit être certifié par le comté après quelques semaines, puis, en gros, comme le 6 janvier, cela doit être validé avec les grands électeurs et tout le reste. Pourquoi ont-ils traité environ une centaine, et je donne des chiffres approximatifs, pourquoi ont-ils scanné 120 000 bulletins un mois après les élections? La première chose qui me vient à l'esprit, attendez une minute. Nous regardons ça. Ce sont leurs rapports, pas les nôtres. Les données précises des machines et toute la télémétrie exacte arrivent. Je vais expliquer. Trump a gagné l'Arizona. Mais soudain, un mois après les élections, maintenant ça me fait rire, à l'époque aussi c'était drôle, quelqu'un ajoute encore, si je me souviens bien, 120 000 bulletins et le miracle se produit. Ils étaient tous pour Biden et c'est Biden qui gagne. Et c'est dans le rapport de la commission électorale de cet État. Ça ne devrait pas être possible, en quelque sorte, oui, mais c'est bien là. C'est un fait. Qu'Arizona n'aurait pas permis de discuter. On peut traiter 120 000 bulletins un mois après les élections, comme c'est pratique. Et puis quand on regarde ces chiffres, ils n'étaient quand même pas exacts dans ce qu'ils nous rapportaient, donc on fait un peu marche arrière. Donc nous regardons le jour de la certification, Quand Ducey certifie cela pour les grands électeurs ou quand? Oui, vous savez, Katie Hobbs certifie cela au niveau du comté, eh bien au niveau du comté. Lorsqu'ils ont certifié cela et annoncé ce nombre d'électeurs, ils ont eu raison. Plus de 240 000 bulletins restent à compter. Comment pouvez-vous certifier une élection si vous n'avez, soi-disant, pas encore traité plus de 200 000 bulletins de vote? Et vous demandez, attendez, d'où tenez-vous ce chiffre? Donc nous revenons en arrière et nous regardons à nouveau les chiffres du district. Chaque jour à partir de la fin. On remonte simplement en arrière, maintenant on commence par la fin et je remonte. D'accord? À chaque fois qu'ils annonçaient tant des chiffres, ce n'étaient en jamais les vrais. Ils choisissaient simplement le chiffre gagnant au hasard. Donc quand on revient, on remonte dans le temps? Non, c'est le jour des élections. Rappelez-vous, ce jour-là, ils ont dit « Nous n'aurons pas de résultats ». Et cela prendra probablement un certain temps. Ils ont dit qu'ils avaient maintenant besoin de 10 jours supplémentaires pour compter les bulletins. Rappelez-vous ce que vous avez, 120 000 bulletins sont traités ici un mois plus tard. Maintenant, nous allons regarder du jour de l'élection à ces 10 jours supplémentaires de dépouillement. Il faut savoir qu'ils sont traités avant le jour de l'élection. Ils traitaient près de 140 000 bulletins par jour, c'est donc une référence. Sur 28 jours, cela fait environ 140 000 bulletins, et ils utilisent 10 machines. Lance-les, d'accord. On sait maintenant combien ils traitent et combien de machines il faut. Cependant, pendant les 10 jours supplémentaires dont ils ont eu besoin pour compter tous les bulletins supplémentaires, voici ce qui s'est passé. D'après leurs données, un jour, ils ont traité environ 90 000 bulletins et certains jours, ils n'ont rien supprimé. Tous les autres jours, si on faisait une moyenne, il aurait été difficile de dépasser 7 000 bulletins. Alors qu'ont-ils fait ces 10 jours si vous pouvez traiter 140 000 bulletins par jour? Leur journée. Suite. Avant le jour de l'élection, il comptait ceux qui avaient voté à l'avance et comptait entre 120 000 et 140 000 bulletins par jour. Cela se passait dans plusieurs commissions électorales, dont celle-ci. Et alors, de quoi parle le comté de Maricopa? Le comté, c'est un comté, donc le comté de Maricopa. Et après les élections, pour une raison quelconque, Trump a gagné. Oui, mais bon, ils ont dit qu'il leur en restait beaucoup. Ils ont dit qu'ils compteraient 10 jours, mais il me semble qu'ils l'ont fait 20 ou 30 jours. Peu importe. Comptons combien vous en avez au total là-bas. Ils n'ont rien dit, mais il faut attendre 10 jours. Ils traitaient
7000 par jour, c'est-à-dire qu'avant c'était 120 000 à 140 000 par jour, et maintenant c'est 7000 par jour. Et en plus, tout le pays leur disait « plus vite, plus vite, plus vite, plus vite », et eux répondaient « oui, 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 nous faisons tout notre possible ». Avant, ils utilisaient 7 ou 8 machines pour le comptage, et maintenant seulement 2 de 7000, même pour 2, c'est un peu juste. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas pour ne pouvoir traiter que 7000 par jour? C'est-à-dire, écrivaient-ils de nouveaux bulletins ou détruisaient-ils les anciens? Modifiaient-ils quelque chose? Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Pourquoi seulement 7000? Et c'est à peine 7000 par jour, et tu n'as pas compté 2 personnes. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, c'est pire. Ils utilisaient 10 voitures avant les élections, puis seulement 2 après. S'il manquait 22 temps et avaient besoin de 10 jours en plus, pourquoi n'ont-ils utilisé que 2 gros véhicules? Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une sorte de tromperie, parce qu'ils ne traitaient pas les bulletins de vote. Revenons un peu en arrière. Nous nous battons pour obtenir toutes ces informations. Et vous vous souvenez peut-être comment le président Trump disait à la télévision « Wendy, prends les routeurs, prends les Splunk logs. » Oui, et il parle des routeurs et des Splunk logs. Mais c'est ainsi qu'on peut voir qui est entré et sorti du système, qui a consulté quoi. Il y a eu environ 30 000 connexions anonymes au système. C'est quand ils entrent, jettent un coup d'œil pour voir ce qui se passe, puis ressortent. Pour une raison quelconque, pour la première fois de l'histoire, Les soi-disant routeurs du système ont été installés dans le bureau du shérif au lieu de Moriacop. C'est comme « Pourquoi déplacez-vous votre routeur là-bas ?» Mais ils savaient qu'en déplaçant le routeur dans le bureau du shérif, ils étaient pratiquement à l'abri d'un audit. Nous n'avons pas besoin de transmettre cela parce que vous verrez les informations du shérif et les informations d'enquête et nous devons les protéger. Donc nous ne les avons jamais obtenues. Il faut donc regarder ces choses de plus près. Mais si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de procès, et nous devions continuer à intenter des actions en justice, pour obliger le Sénat, puis les greffiers de district à nous fournir les informations. Et enfin, après de longues disputes, nous avons obtenu l'audit. Je ne vais même pas entrer dans tous ces détails désagréables, mais nous l'avons enfin obtenu. Maintenant que nous avons reçu ces boîtes, il y avait 1675 boîtes avec des bulletins de vote. 1675. Maintenant, ce sont toutes des preuves physiques. Rappelez-vous, il vous faut une chaîne de preuves physiques. C'est un point clé. Peut-être que vous enregistrez, vous comprendrez, il y avait 1675 boîtes chacune contenant environ 200 bulletins conformément à la loi. Cela s'appelle un bulletin. Il y a une fiche de lot dessus qui indique combien de personnes ont voté. Voilà, c'est pour ça. Vous avez une fiche de lot, un lot, et puis dans la boîte, il y a généralement 8 lots. Une fois dans la boîte, ils sont scellés. 1675 boîtes étaient attendues, mais nous n'en avons reçu que 52. Sur les 1675 qui étaient scellés et protégés, non seulement les auditeurs ont découvert que 30 000 fois quelqu'un, sans droit d'intervenir, n'avait pas le droit de s'immiscer, mais il s'est quand même mêlé au travail des machines. Que faisait-il là-bas? Il vérifiait le comptage des votes ou autre chose. En plus, ils ont découvert que 90% des boîtes avec les bulletins n'étaient pas scellées. Cela veut dire que n'importe qui pouvait physiquement y accéder et modifier tout ce qu'il voulait. Seulement. 52 sur 1675. Donc ça fait 1653. Ou oui, il en reste 53. Maintenant, permettez-moi de vous parler de ces boîtes. Dans ces boîtes, quand vous les ouvrez, elles étaient toutes en désordre. Vraiment dans un désordre total. On pouvait voir les lots. Elles étaient un peu coincées. Toutes les cartes d'en-tête, oui, celles qui indiquaient à quoi devaient ressembler les votes, elles étaient toutes au-dessus. Elles n'étaient là pas avec les lots. Les lots étaient en bas, ils étaient Mais dans un lot de 200 bulletins, il pouvait n'y avoir que 30 bulletins. Entre eux, il y avait des couches et des couches de bulletins entassés. Ils étaient gentils, qui étaient juste entassés là-dedans, sans ordre. On ne sait même pas où ils doivent aller. Cela devrait vous dire « Eh, c'est le chaos ici. Quelqu'un a fouillé dans ses affaires. » Un vrai signe, si vous regardez le 52.
Si vous vous souvenez d'un de mes travaux, je vous ai dit qu'ils ne sont ni à la bonne taille, ni sur le bon papier. Vous avez échoué dans cette catégorie. Ce ne sont pas des bulletins postaux. Vous savez, ce ne sont pas de vrais bulletins postaux. Trop de doublons, trop de poignées, juste tout ce bazar. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais si vous regardez dans ces 52 boîtes, et que vous regardez à l'intérieur de ces 52 boîtes toutes les erreurs que nous avons trouvées dans les 1653 par exemple, prenons l'exemple des Sharpies. Vous vous souvenez de l'histoire avec les marqueurs Sharpie. Ils vous disaient que ce n'était pas un problème, que ce n'était rien de grave, le Sharpiegate. Eh bien, c'est à cause de mon enquête. Pour la première fois, on a forcé l'usage des Sharpies aux élections, alors qu'ils étaient auparavant interdits. Eh bien, seulement ces bulletins le jour des élections. Uniquement le jour des élections, parce que c'est là que vous utilisez ces Sharpies. Appelons cela 130 000 bulletins. Tous les 130 000 bulletins avaient de 2 100 000 voix supplémentaires à cause du fait qu'ils ont bavé. Donc ça ressemble à tous ces points, la machine ne peut pas comprendre ça. Et donc tout cela ressemble à des votes, rien que sur ces 100 000 là. Maintenant, souvenez-vous que cela s'est produit uniquement le jour de l'élection. 2 100 000 voix. C'est-à-dire qu'ils ont donné aux gens des marqueurs qu'il est absolument interdit d'utiliser. La machine ne les voit pas, elle les perçoit d'une manière différente, elle les voit mais bizarrement, en considérant que tous les points comptent comme un vote. Et pour une raison quelconque, 130 000 bulletins ont commencé à être enregistrés. Non, c'est un mauvais russe, ont été produits, d'accord, 130 000 bulletins ont produit, pour une raison quelconque, 2 résultats. 1 million de voix inexistantes pour Biden, 130 000 bulletins. Avec des feutres, ils les ont mis dans les machines, et les machines. Ils ont annoncé que 2,1 millions de personnes avaient voté, tous pour Biden. Blow. Des votes supplémentaires. En examinant ces 52 boîtes, elles sont toutes parfaitement imprimées. Il n'y en avait aucune avec une mauvaise séquence de couleurs, aucune avec un mauvais pliage, aucune sur le mauvais papier, il n'y avait aucune bavure ou quoi que ce soit d'autre. Savez-vous pourquoi ces 52 boîtes ont été scellées ainsi ? Parce qu'immédiatement après les élections, Font, qui est maintenant, je crois, procureur général, et Katie Hobbs, qui est maintenant gouverneur, ont choisi ces boîtes pour dire « Si nous devons être scellés, vérifiés, voilà ce que nous allons examiner, voilà ce que nous allons examiner. » En fait, il s'avère qu'une foule de gens, pas un, pas deux, pas 8, mais un très grand nombre de personnes ont participé à la falsification. Et ils ont préparé 52 boîtes dans lesquelles tout était en ordre pour pouvoir en sortir, soi-disant par hasard 1, 2, 3 paires, autant que nécessaire, 10, 20, pas de problème, ils en sortaient, 20 pour n'importe quel auditeur. Et la principale exécutrice de toute cette histoire, la principale responsable de cette affaire, a été récompensée par le poste de gouverneur de l'Arizona. Ils ont mené un audit publié sans rien trouver. Après avoir sélectionné ces 52 boîtes, je vais vous poser une question. Si vous avez 52 boîtes en parfait état pouvant prédire le résultat des élections, et 1653 ne correspondent pas, vous ne trouvez pas cela étrange ? Oui, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. D'où Joe Biden a obtenu 10 à 15 millions de voix de plus que Barack Obama, qui avait déjà moins de voix à son second mandat. Sans parler d'Hillary, de Bill et de tous les autres là-bas, Boucher, Carter et ainsi de suite. Il nous redonne ça, et on le remarque. C'est pour ça qu'il faut tout regarder. Je regarde 2 millions de bulletins de vote, donc on a ça, et je vais juste utiliser des chiffres arrondis. Nous avons 1 800 000 bulletins de vote qui montrent tout ce qui s'est passé. C'est la norme, répétée 1,8 million de fois. Ensuite, il y a ce disque étrange. Ils ne sont pas en liasse, ils ne sont même pas dans le bon format, mais les voilà et ils ont dit que c'est ce qui manquait. Maintenant, tout correspond différemment. Mais si vous les regardiez et les mettiez côte à côte dans le bon format, dans ce format, vous agrandissiez d'une certaine manière et coupiez l'en-tête. Maintenant, si vous vous souvenez du fax à l'époque, la date, l'horodatage, le numéro de téléphone, tout ça. Cela contient toutes les informations sur l'origine de la voix. C'est le format. Donc, ils ont manuellement coupé l'en-tête pour que nous ne puissions pas déterminer quel jour et où cela a été chargé dans la machine.
Notez cela dans vos notes. Donc maintenant, nous avons ce disque. D'accord, pas d'image préliminaire. Enfin, nous recevons cela après des mois et des mois. Donc nous disons d'accord, voyons simplement s'ils l'ont fait correctement. Maintenant, je vais accélérer. Quelle était la prochaine chose que vous regardez? D'accord, pourquoi ce n'est pas dans le bon format? Pourquoi ne pouvions-nous pas voir l'image ou quoi que ce soit d'autre? Vous examinez les modifications du document dès la chaîne de conservation. Chaque personne ayant traité les bulletins signe un document. Encore une fois, vous comparez cela pendant les 28 jours précédant le jour des élections. Alors qu'avons-nous fait? Nous avons pris toutes ces milliers de feuilles de papier où chaque fois qu'ils prennent quelque chose de l'urne, du centre de vote ou d'ailleurs, il est indiqué d'où cela provient. Voici combien de bulletins nous avons récupérés, voici combien étaient annulés, abîmés ou déchirés. Voici le numéro de sécurité et celui de remplacement. Je m'appelle John Smith et je l'ai transmis à Mary Smith, M, Peter et Tom. Les transporteurs, ils vont l'emmener au centre MTR. Cela arrive au centre MTR. Le garde signe et dit « Je m'appelle Mike Security. J'ai compris, il y avait 700 bulletins, cela correspond. » Une autre personne confirme. « C'est la chaîne de conservation, non? D'où cela vient-il? Combien en avez-vous reçu? » Donc nous avons tout planifié. Pendant 28 jours, en fait, plusieurs centaines de personnes faisaient leur travail dans la chaîne d'approvisionnement et signaient ces documents. C'est bien ça? Vous avez eu 2 cas où quelqu'un a oublié de signer. C'était une personne qui a oublié de signer quelque chose. Mais dans l'ensemble, il y avait 99% de conformité. Très bien, je vais maintenant rassembler tout cela pour vous. Nous avons trouvé quelque chose de très intéressant. Vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé de ces 120 000 qui sont apparus au bout d'un mois. Eh bien, pour une raison quelconque, ils étaient tous des bulletins du jour de l'élection communauté. Jour de l'élection. Ensuite, vraiment, nous revenons en arrière dans le temps. Vous savez, pour ce disque pour lequel nous avons dû nous battre, où il manquait des images. Bon sang, si chacun d'eux n'était pas un bulletin du jour des élections, alors vous savez, là où nous avons eu le Sharpie Gate, bon sang, si cela n'est arrivé qu'avec les bulletins du jour des élections. Maintenant, je vous ai parlé de la chaîne de conservation. J'ai dit que des centaines de personnes signaient chaque jour partout. Devinez ce qui s'est passé le jour des élections. Aucune signature, aucune donnée sur le nombre de bulletins retournés. Pratique. Ils ignorent le nombre exact de bulletins transportés, mais en ont une preuve irréfutable. Si plusieurs centaines de personnes travaillant avec les employés ont toutes oublié en même temps le même jour, cela signifie que quelqu'un a donné un ordre. Nous sommes donc les seuls à connaître chaque personne impliquée à chaque étape. Et quand vous regardez tout cela, parce qu'ils n'ont jamais eu de chiffres, voilà le problème. Ils n'ont compté aucun bulletin depuis le jour de l'élection, légalement ou correctement. La raison pour laquelle il n'y a pas d'image préalable et qu'ils l'ont modifié après coup, c'est parce que c'est ce qu'ils ont lancé plus tard. Ils ont dû manipuler les données pour que cela paraisse en temps réel, et c'est ainsi qu'ils ont fabriqué les chiffres. Ce n'est pas du tout stupide. D'ailleurs, le jour des élections, les employés de la commission électorale n'ont pas laissé les employés signer les transferts, les départs, les transmissions, c'est-à-dire qu'ils ne signaient rien. Avant cela, ils signaient tout le temps. La base Vassia a transmis un Macha qui a cherché à savoir à qui c'était. Ce jour-là, il ne signait pas les bulletins. Et c'est pourquoi, un mois après le vote, ils ont soudainement trouvé encore 120 à 140 000 bulletins qui auraient, soi-disant, été reçus le jour du vote. Que personne n'avait signé ni pris en compte. Et c'est pourquoi les auditeurs ne peuvent pas distinguer si ces bulletins ajoutés plus tard ont réellement été remplis ou non. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Où tous les démocrates qui ont aussitôt accepté de vendre la patrie avec tout ce qu'elle contient. Nous avons chaque nom, chaque date, chaque lieu, chaque dirigeant impliqué, chaque chef, tout. Cela crée des preuves intéressantes, car tout ce que je viens de mentionner concerne un seul jour. Je pourrais continuer. Nous pouvons vous dire, dans notre système, si vous avez mémorisé toutes les personnes, toutes les couleurs, tout attrapé, autant de critiques, c'était moi. Donc je peux observer depuis la caméra à distance, et si quelqu'un était en vert, était dans la zone bleue, je savais qu'il était hors de la zone. Retourne dans ta zone, n'est-ce pas?
Notre système est si complexe que si j'étais au tribunal et que je présentais un bulletin, je devrais expliquer son fonctionnement, ce qu'il représente et où j'ai commis une erreur. L'avocat adverse, car je suis expert, dit « c'était un accident ». Je réponds « d'accord, examinons cela ». Et je pourrais littéralement 100 000 fois de suite dire que c'était un accident, n'importe quoi. Nous pouvons dire exactement dans quel lot, dans quelle boîte et sur quelle palette se trouvait ce bulletin, et nous pouvons le reconstituer avec précision, selon les normes de la criminalistique. Merci au dossier de criminalistique quand c'était la plus grande enquête criminelle physique de l'histoire. C'est grandiose, c'est la plus grande enquête de l'histoire des élections. Pour la première fois, de vraies expertises judiciaires sont utilisées. Nous avons un parti unique, et ils en ont peur parce que tout ce dont nous nous occupons relève de poursuites pénales. On nous craint. Et quand vous voyez toutes ces différentes étapes, je veux vous rappeler, quand vous voyez qu'ils les ont réalisées en 1 mois, quand vous voyez qu'on vous a forcé à utiliser des marqueurs, quand vous voyez qu'il n'y avait pas d'image préalable, quand vous voyez qu'il n'y avait pas de numéro, quand vous voyez qu'ils respectaient les règles, puis qu'en 1 jour, ils ne les respectaient plus. Vous savez tous ce que vous avez. C'est ce qu'on appelle à grande échelle, et c'est principalement ce qu'on appelle le cop racket fédéral. Bien sûr, quelque chose ne peut être considéré comme prouvé que, disons, lorsque le tribunal a tranché. Mais tout cela semble tellement convaincant qu'il est difficile de ne pas y croire. Dans 1 minute, nous arriverons à la finale, mesdames et messieurs, à la cerise, comme on dit, sur notre gâteau. En attendant, n'oubliez pas d'activer la cloche. Pour une raison quelconque, seulement 15% des abonnés ont cliqué dessus. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi ce sont toujours les mêmes. En fait, 15% mettent des likes, mais les autres viennent regarder tous les jours. Ils sont bien plus nombreux que ces 15%, donc ils viennent regarder tous les jours, mais ils ne mettent pas de like. Pourriez-vous me rendre un service incroyable, énorme cette fois-ci ? Après, vous n'aurez plus besoin d'appuyer, mais cette fois, appuyez aussi sur le like. Ce n'est pas difficile pour vous de le faire une fois, n'est-ce pas ? Moi, ma demande n'a rien d'intéressé. Je suis juste surpris, je dirais même très surpris. Et j'essaye de comprendre. C'est pourquoi nous avons besoin d'informateurs. La raison pour laquelle il s'adresse au président Grassley, c'est parce qu'il a toujours été un tel défenseur des informateurs. C'est pourquoi je le remercie encore une fois pour cela. Ce qui est révélé dans ces 1700 pages de documents, dans ces 197 assignations, ce n'est rien d'autre qu'une liste d'ennemis de l'administration Biden. Vous savez, je suis assez âgé pour comprendre à quel point ce terme était toxique sous Richard Nixon. C'est bien pire, de beaucoup plus. Les gens doivent comprendre à quel point l'administration de Joe Biden a politisé toutes ces agences. Encore une fois, la meilleure façon de décrire la relation du président Joe Biden est d'utiliser ses propres mots. Nous pensions qu'en fait, la moitié de l'Amérique était composée de terroristes intérieurs. En septembre 2022, devant la salle de l'Indépendance, il a affirmé que Donald Trump et les républicains Make America Great Again incarnent un extrémisme menaçant les fondements de notre République. 1 an plus tard, à New York, Donald Trump et les républicains Make America Great Again veulent détruire la démocratie américaine. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. C'est un niveau de paranoïa qui est vraiment surprenant. Mais le fait que 38 habitants du Wisconsin figurent sur cette liste d'ennemis, je connais la plupart de ces personnes. Ce sont des gens pieux, patriotes, qui soutiennent les forces de l'ordre, qui veulent que l'Amérique réussisse. Le fait qu'ils figurent sur la liste des ennemis de l'administration Biden, qu'ils aient été pris pour cible par cette administration, est scandaleux. Tout Américain devrait être choqué. C'est pourquoi je lance un appel et je remercie tous les membres du comité judiciaire. Nous devons aller au fond de cette affaire. Nous devons faire tout notre possible pour aider. Le directeur Patel et le procureur général Bondi assurent la sécurité, pour qu'ils disposent du personnel nécessaire pour superviser ces agences. Eux, leurs dirigeants, je ne pense pas qu'ils aient le contrôle. Je pense qu'ils sont sabotés de l'intérieur. Mais le peuple américain doit comprendre exactement ce qui s'est passé. Je demande encore aux membres du comité judiciaire d'aider le sénateur Grassley et moi à comprendre cela afin de le révéler et éviter que cela ne se reproduise en Amérique. Cela doit cesser. Voilà, et dans 1 minute, vous entendrez l'aveu de Biden que je vous ai en fait déjà passé au début. Je pense que les démocrates,
qui sont aussi des communistes, des fascistes, des ennemis de l'Amérique, des ennemis de tout ce qui est cher à la population, à nous tous. Ils doivent être identifiés, jugés et punis. Et maintenant, encore une fois. Donc, Joe Biden lui-même, qui a soit parlé franchement, soit accidentellement révélé ce que les démocrates faisaient pour empêcher l'élection de Trump, est resté au pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est la véritable force. Deuxièmement, nous sommes dans une situation où nous avons rassemblé, et vous, les gars, l'avez fait pour notre administration du président Obama. Avant cela, nous avons créé, je pense, l'organisation la plus vaste et la plus complète de fraude électorale de l'histoire de la politique américaine. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le sénile Biden qui s'en vante. Merci Joe, peut-être que pour la première fois de ta vie, tu as accidentellement dit la vérité. Mais mieux vaut tard que jamais, comme le dit le vieux proverbe russe. À bientôt.